Bonjour à tous. Nous voilà en direct pour le Talk by Perfengo et je vois que nous avons déjà des participants que je remercie beaucoup d'être à l'heure. Notre guest pour ce Talk by Perfengo, Didier Akwete, est en route. Il m'a envoyé un petit message pour dire qu'il allait nous rejoindre dans quelques minutes. Voilà, donc je prends la parole et j'ouvre ce talk du mois de juillet. Et encore une fois, je vous accueille avec beaucoup de plaisir. Alors, ça va me permettre, en attendant Didier, de vous rappeler ce qu'est le talk by Perfengo. C'est donc 60 minutes que l'on va passer entre 15h et 16h GMT avec un guest, en l'occurrence Didier Akwete, pour parler de capital humain et poser une hypothèse que l'on valide à chaque fois avec notre invité, à savoir est-ce que le capital humain est la première asset de l'organisation. Évidemment, nous le pensons, mais nous allons, avec notre invité, penser à cela. Le voilà, Didier. Bonjour Emmanuel. Salut Didier, comment vas-tu? Je vais bien. Je suis désolé, j'ai des petits soucis de connexion depuis le laptop, donc je suis sur le téléphone. Je ne sais pas si on m'entend bien. Écoute, on t'entend parfaitement, tu es parfaitement cadré, la Eh lumière est ben, bonne. parfait. Que demander de plus? Écoute, je commençais à peine à accueillir nos invités, nos participants, à rappeler ce qu'était le Talk by Perfengo. Donc, si tu me permets, Didier, je vais continuer en quelques minutes à Bien présenter sûr. le format et puis ensuite, évidemment qu'on prendra la parole ensemble. Ça te va? Parfait. Merci Emmanuel. Très bien. Donc, le Talk by Perfengo, Didier et chers participants, c'est donc 60 minutes pour échanger, explorer avec un dirigeant les enjeux people, les enjeux du capital humain en 2023 et dans les années à venir. C'est quelque chose qui est extrêmement évolutif, avec cette hypothèse qui est donc, je le répète, de penser que c'est le premier asset de l'organisation, ce fameux capital humain. Et donc, à partir du moment où on conçoit cette idée-là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est créateur de valeur, c'est générateur de business. Et donc, en cela, il faut le considérer comme un asset. Et donc, c'est cette idée-là que je souhaite aujourd'hui discuter avec Didier. Perfengo a une communauté principalement de professionnels RH. Perfengo est une société associée au groupe Smart Metrics, qui est lui-même donc une société de conseil en management et en coaching. Et Perfengo adresse les enjeux people et RH plus spécifiquement avec une expertise d'assessment. Voilà en quelques mots. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir le président du groupe Afrique Search, Didier Akwete, qui est là. On te voit toujours. Tout va bien. Oui, parfait. Didier, tu conseilles, tu accompagnes de nombreux groupes, grands, moyens et petits. Peut-être que tu vas nous le dire, des personnalités, des individus également, autour de ces enjeux de croissance et de transformation, avec aussi comme entrée principale le people, hein, le capital humain, justement. En tout cas, Afrique Search est connu par cet angle-là. Peut-être que tu pourrais nous en dire un petit peu plus dans l'évolution de vos activités. Mais c'est en tout cas comme ça qu'on vous connaît. Et donc, évidemment, tu as beaucoup de choses à nous dire, à la fois comme dirigeant de ce groupe, et puis aussi, puisque tu exerces auprès de clients et donc d'autres organisations en tant que conseil, évidemment, tu as un regard très large, un regard très transversal, avec une grande perspective à la fois ouest-africaine, africaine, européenne, et donc ça va être passionnant de t'entendre là-dessus. Par ailleurs, tu es à l'origine et tu promeus de nombreuses initiatives justement pour valoriser l'initiative privée, valoriser notamment l'écosystème des PME, et de manière plus générale, comme je viens de le dire, l'emploi des jeunes et l'employabilité de là où tu vas finalement, de ce que tu touches. Est-ce que je suis à peu près raccord avec ce que tu es ou est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Didier? Non, c'est parfait Emmanuel. Je crois que tu as bien résumé les enjeux autour desquels je travaille. Donc le capital humain, l'emploi, le développement des entreprises, en particulier des PME.
et puis finalement des organisations qui emploient également ces cadres que nous recrutons. Donc, c'est parfait. Très bien, superbe. Tu nous parles de Dakar, c'est ça? Exactement, exactement. Il y a actuellement le Forum Invest in Sénégal. Tu sais que depuis que le président a fait son allocution, il y a une tension qui a un peu baissé et donc nous sommes tous là pour regarder un peu les perspectives de croissance et de développement du pays. Et on a un bureau d'ailleurs à Dakar. Très bien, extra. Écoute, pour rentrer dans le vif du sujet, Didier, il y a deux notions que l'on lit, que l'on regarde, que l'on entend autour justement du marché de l'emploi, du travail, des compétences. C'est d'un côté le future of work, et de l'autre, future of jobs. Je ne sais pas si ces deux notions se font face et se répondent. On a le World Economic Forum qui fait une étude régulièrement sur le future of job, justement, avec toute une analyse sur les compétences de demain, d'aujourd'hui, d'hier même. Et ils ont sorti récemment d'ailleurs une étude 2023-2027, me semble-t-il. Comment est-ce que toi, tu pourrais justement voilà, nous donner ta définition, nous donner ton regard sur ce que ça veut dire future of work d'un côté, future of jobs de l'autre, à la fois dans notre contexte, puisque la communauté Perfengo, c'est l'Afrique de l'Ouest, plutôt francophone, et justement, comment est-ce qu'on doit lire ces grandes perspectives et ces grandes tendances qui sont quand même assez focus sur le monde occidental, on va dire, je ne sais pas si c'est bien dit, mais et avec nous des réalités parfois qui peuvent nous paraître singulières et donc avec un niveau d'absorption de ces principes pas toujours facile. Voilà, je pose un cadre un peu général et puis à l'intérieur de ça, évidemment, on continuera à parler. Juste un mot avant que tu démarres. On va parler, Didier, pendant une trentaine de minutes et puis on va prendre des questions au fil de l'eau. Je remercie Emma, ma collaboratrice, qui est en modération et qui va nous faire justement remonter les questions. Voilà, j'en ai fini pour cette introduction. La question est posée. À toi la parole. Merci Emmanuel. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Et effectivement, tout l'enjeu en fait du développement de l'entreprise, c'est sa capacité à s'adapter à un environnement et à attirer les talents qu'il faut pour que l'organisation puisse performer. Et on voit que les organisations sont en perpétuelle transformation aujourd'hui parce que l'environnement change. Qui est-ce qui avait prévu la crise sanitaire Covid? Personne. Et on a bien vu que une fois que cette crise est arrivée, les entreprises ont dû s'adapter. Ceux qui sont par exemple dans l'agro-industrie ou même dans des filières, la crise en Ukraine qui perturbe les chaînes d'approvisionnement. Donc on voit bien que ce qu'on pensait comme étant des cycles longs avant pour accélérer la transformation des organisations, ces cycles sont devenus beaucoup plus courts. Et donc, les entreprises ont besoin de s'ajuster en permanence et de regarder comment elles anticipent ces crises. Et quand on veut anticiper ces crises, les entreprises ont une question essentielle, c'est la question des ressources humaines. Parce qu'il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas d'entreprise qui développe sur son capital humain. Et donc, les deux enjeux sont liés. The future of work, the future of jobs sont parfaitement liés parce qu'on le voit. Lorsque la crise sanitaire a eu lieu, par exemple, où on a appelé dans certains pays la grande démission, il a fallu que les entreprises s'ajustent si elles voulaient continuer de croître. En même temps, il y a eu des métiers qui ont changé entre-temps, en 2 ans, et on le voit, qui vont encore changer plus vite avec l'apparition de l'intelligence artificielle. On n'arrête pas de parler de ChatGPT depuis quelques mois, et on voit bien que beaucoup de métiers risquent d'évoluer fortement. Et en fait, j'ai le sentiment que parfois on a l'impression on donne le sentiment que l'Afrique est déconnectée en réalité de cette évolution. Or, pas du tout. Quand vous regardez la plupart des industries, l'Afrique, c'est vrai, en général, produit peu, donc absorbe plutôt les technologies et les innovations. Je prends par exemple l'exemple de l'automobile. On va bien voir que dans quelques années, les voitures hybrides, les voitures électriques vont être la plupart des véhicules qui vont être vendus en Afrique parce que les grands constructeurs vont moins fabriquer de voitures qui consomment des énergies fossiles parce que l'environnement, parce que les technologies, etc. Et donc, de temps à autre, la lecture qu'on fait de l'économie africaine ne doit plus être la lecture d'avant.
parce que l'Afrique participe à la mondialisation, qu'elle le veuille ou non, et dans la plupart des industries, eh ben, elle va subir ces transformations. Et donc, puisqu'elle va subir ces transformations, ou parfois être à l'initiative de ces transformations, il faut donc que the future of jobs and the future of work fonctionnent ensemble et aillent beaucoup plus vite. Et je vais finir, en tout cas en guise d'introduction, en disant, par exemple, quand on parle de future of work, l'agilité des entreprises est mise à rude épreuve de plus en plus. Et quand vous voyez cette génération qui arrive sur le marché, qui pour elle ne veut plus travailler comme nous avons travaillé nous, c'est-à-dire aller au bureau de 8h à 19h dans un endroit physique, alors ça, nous on le voit de plus en plus. Hein, et quand on fait les sondages dans les écoles, en Afrique comme à l'étranger, ils se disent mais nous on veut plutôt des formes plus souples de collaboration, des formes plus souples de travail. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à intégrer cette agilité, cette souplesse que les jeunes réclament, parce que c'est une réalité, c'est une génération, pour que l'entreprise puisse continuer de fonctionner avec des formes de collaboration qui vont être variées, des consultants indépendants qui vont travailler de temps à autre, des salariés qui vont être en CDD sur des projets, d'autres qui seront peut-être encore en CDI parce que le CDI, à mon avis, a amené à disparaître, des jeunes start-upers qui vont venir travailler avec vous de manière random. Donc, il y a une multiplicité de formes de collaboration qui, malheureusement, oblige l'entreprise à plus d'agilité parce que c'est la réalité. Et cette réalité qu'on lit aujourd'hui, elle arrive plus vite qu'on ne le pense en Afrique. Alors après, c'est juste que le marché de l'emploi en Afrique est un marché où finalement, de temps à autre, les candidats sont obligés de prendre ce qui leur est proposé parce qu'il n'y a pas assez d'emplois. Mais lorsqu'on va être sur les marchés de talent, donc des collaborateurs talentueux, ils vont être sur les mêmes problématiques que les talents d'ailleurs. Et donc, comment on arrive à anticiper cela et à faire dialoguer the future of work and the future of jobs. Très bien. Future of work, future of jobs, on voit bien que, que ça se répond et que le temps de réflexion doit être un temps de prospective en permanence, quoi. C'est ce que tu dis. En fait, ce qui est un peu, je pense, qui est un peu déstabilisant parfois, c'est la forte évolutivité. Donc, il y a une forme de temps court à intégrer. Et puis tout ça, on doit quand même on doit avoir la gymnastique intellectuelle de se projeter, tu vois, sur des transformations qui, malgré tout, vont se faire sur 5, 10, 15 ans. Et donc, il y a deux rythmes finalement, qui sont pas faciles à absorber, je pense, à la fois pour un professionnel ou un jeune professionnel et aussi pour un employeur, un recruteur, qui voit des aspects très opérationnels de son organisation évoluer très vite. Et en même temps, évidemment, il doit rester dans une logique de temps long avec une réflexion de temps long et d'investissement à long terme. Je pense que c'est une période qui est très stimulante, certes, mais aussi qui demande un effort intellectuel fort. D'ailleurs, Didier, on voit que dans les compétences qui sont aujourd'hui un peu en tête de liste, ce sont des compétences de type pensée analytique, pensée créative. On est aujourd'hui sur la volonté d'avoir des personnes qui ne font pas reposer leur expertise sur un savoir-faire, une connaissance, mais bien sur une capacité à analyser les situations et à évoluer. C'est ce que tu disais peut-être avec l'agilité. Oui, tout à fait. Et effectivement, je pense que ceux qui nous suivent actuellement, qui sont des professionnels en ressources humaines ou dirigeants d'entreprise, on le voit bien, c'est pas tellement la formation théorique qui pose problème. Les diplômes, les jeunes en ont hein, sur le continent ou ailleurs, mais c'est la capacité à utiliser leur pensée critique, leur capacité d'analyse pour connecter des phénomènes qui, a priori, n'ont pas de rapport direct. Prenons un exemple, l'agro-industrie. On voit bien que sur un continent où on dit il y a 60% de terres arables non cultivées, l'agriculture, l'Afrique va nourrir le monde, l'Afrique va nourrir le continent d'abord. Quand vous allez voir qu'il y a des crises comme la crise en Ukraine, mais évidemment on a parlé de blé, mais on voit bien qu'il y a une rupture des chaînes logistiques, les chaînes d'approvisionnement,
une rareté de certaines matières premières, une rareté de compétences parce que certains pays qui sont directement impactés par la crise en Ukraine ont des conséquences économiques qui perturbent leur économie et qui créent un exode de talents. Et c'est pas qu'en Ukraine, évidemment, en Ukraine, les gens s'en vont, mais vous avez des pays périphériques ou des pays qui vivaient beaucoup, qui commerçaient beaucoup avec l'Ukraine, qui sont impactés, qui créent des situations de chômage, qui créent en fait un exode de compétences. Donc, comment est-ce qu'une crise en Ukraine peut interpeller une entreprise qui est dans l'agroalimentaire en Côte d'Ivoire, qui n'importe pas forcément d'Ukraine? Et j'ai un exemple concret d'une entreprise qu'on ne va pas nommer, qui fait de l'aliment pour bébés en Côte d'Ivoire, qui est très connue, que je suis sûr que tu connais, et qui clairement, dès le début de la crise, a été confrontée à une pénurie de matières premières alors qu'elle n'importait pas d'Ukraine, logistique, défi logistique, et du coup, son marché a été gravement impacté, son chiffre d'affaires a baissé, elle ne pouvait plus produire, plus distribuer, et donc, quand tu n'arrives à produire, distribuer, ton chiffre d'affaires baisse, tu perds des collaborateurs, ceux qui te financent, du coup, disent, on va moins te financer, donc, comment est-ce qu'un collaborateur arrive à croiser ces données pour se dire, attention, à horizon de 3 à 6 mois, voici les conséquences que nous risquons d'avoir. Et même avant la crise, en disant, attention, s'il y a une crise dans tel pays du monde, voici les conséquences qu'il y aura dans notre organisation, dans notre région, dans notre pays, sur notre business. Et donc, cette capacité-là est essentielle aujourd'hui pour anticiper en fait l'évolution de l'entreprise et la survie de l'entreprise. Ou un deuxième exemple. Alors, je parlais tout à l'heure de ChatGPT, l'intelligence artificielle. Vous savez, ceux qui n'arrivent pas à anticiper comment l'intelligence artificielle va modifier leur business, on va parler par exemple des métiers de contrôle, même des métiers de ressources humaines, des métiers juridiques. Il y a tout un ensemble de métiers qui vont être impactés au fur et à mesure. Et donc, si un dirigeant n'arrive pas à lier cette évolution majeure technologique à son business, dans 2 ans, peut-être même avant, il peut perdre son business. Et donc, c'est cette capacité-là aujourd'hui qu'on recharge de plus en plus chez les collaborateurs, arriver à connect the dots, comme on dit, et en tirer des analyses et des conclusions sur la firme et l'évolution générale de l'environnement. Donc, malheureusement, ce ne sont pas autant de compétences qu'on développe dans le système éducatif en Afrique en particulier, de manière générale. Quand vous allez dans les universités, vous avez encore des polycopiés d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, où on parle même pas. Il y a même des polycopes où on ne parle pas d'ubérisation de l'économie. Vous voyez, quelqu'un qui ne comprend pas l'ubérisation de l'économie aujourd'hui, qui ne sait pas ce qu'est Airbnb, vous voyez, il passe à côté d'une évolution majeure des modèles économiques. Et donc, c'est un petit peu ça qu'il faut qu'on injecte un peu plus chez nos jeunes, dans les compétences des jeunes qui arrivent sur le marché, y compris de professionnels qui sont déjà sur le marché. Parce que moi, je l'ai vu. Vous savez, on fait des missions d'organisation, de revue organisationnelle et d'évaluation chez un certain nombre de nos clients, dans des grandes organisations, où vous rencontrez des directeurs qui ont 15, 20 ans d'expérience dans les entreprises, mais qui n'ont pas du tout la réalité de l'économie contemporaine dans laquelle ils vivent. Hein. Et donc, ils s'installent dans une zone de confort parce que l'organisation elle-même n'est pas très apprenante, ne challenge plus beaucoup. Et donc, ce n'est pas simplement les jeunes, mais aussi les professionnels confirmés qui aujourd'hui ont un peu de mal à appréhender ces dynamiques structurelles dans le monde dans lequel on vit. Et c'est ça, à mon avis, le plus gros des dangers chez les cadres que nous observons, les jeunes diplômés qu'on observe aujourd'hui. Écoute, il y a plein de ficelles à tirer là dans ta dernière intervention. Tu as parlé des jeunes, tu as parlé de la formation initiale ou en tout cas voilà, le premier niveau de formation et ensuite les compétences associées à l'employabilité. Je pense que c'est un sujet qu'il est important d'adresser. Avant ça, tu as parlé vraiment de ce besoin d'agilité, ce besoin d'anticipation, ce besoin de réflexion du contexte et d'analyse du contexte comme une des compétences importantes à appréhender. Alors justement, pour commencer par ça, comment, alors je te demande pas de nous dévoiler tous tes secrets de recruteur et de chasseur de tête, mais aujourd'hui, comment on trouve ces personnes-là? Est-ce que ces personnes-là viennent travailler justement dans les grandes et belles sociétés panafricaines et africaines?
Où est-ce qu'on en est un petit peu voilà, en Afrique par rapport à ça? Tu as mentionné on trouvait, et on le sait nous aussi avec Smartmetrics et Perfengo, face à des situations où il faut upskiller ou reskiller des personnes en place, des personnes qui ont même des seniors, comme tu as dit. Hein. Mais pour autant, voilà, est-ce que tu peux nous partager la situation? Est-ce qu'on est dans une tendance qui est une tendance optimiste et positive? Est-ce que alors tu vois, tu parlais justement de l'apprentissage continu, de la curiosité qu'a besoin d'avoir un professionnel, même dit aguerri. Ça fait aussi partie des compétences du World Economic Forum, là, 2023-2025. Hein, c'est dans le top 5 des compétences absolument à aller chercher chez quelqu'un. Donc, la situation, comment tu peux nous l'analyser? Est-ce que on a du mal à trouver justement des personnes? Est-ce que la formation et l'apprentissage est bel et bien dans la culture de nos organisations? Comment tu analyses tout ça? Alors, il y a plusieurs situations en réalité. Je vais peut-être en prendre 3 ou 4. Imaginons aujourd'hui des cadres confirmés qui sont plutôt dans une dynamique de confort. Parce qu'on a une famille, on a déjà 20 ans d'expérience ou 25 ans, on s'ennuie peut-être un peu dans son organisation, mais on veut jouer d'abord la sécurité. Alors, ce type de senior va plutôt effectivement vouloir une multinationale parce qu'il a toujours connu un peu ça, il est encore peut-être à 10 ans de la retraite ou à 5 ans de la retraite, et donc va jouer la sécurité dans une organisation d'une certaine taille. Première configuration où elle sécurise sa sortie, en guillemets, du marché dans les 10 ans qui viennent. Deuxième catégorie, vous avez ce même cadre senior qui dit, aujourd'hui, honnêtement, j'en ai assez de ces organisations un peu bureaucratiques, un peu où on n'apprend plus tellement de temps à autre, et donc j'aimerais plutôt aller exercer mes talents soit en tant qu'entrepreneur ou dans une organisation moins grande, mais qui m'offre des conditions salariales décentes, où je peux avoir des vraies responsabilités et déployer entre guillemets, les talents que je n'ai pas pu déployer dans des grandes organisations qui sont très hiérarchisées et qui sont très lourdes en termes de décision. Donc ça, c'est les deux cas de figure. Dans le premier cas de figure, c'est un peu facile parce que l'entreprise d'avant a une lecture assez classique des compétences. Tiens, je cherche quelqu'un, un directeur d'audit ou un DGA. Il faut qu'il ait fait de la banque, qu'il ait fait de l'audit. Bon, très bien, il coche les cases, super. En plus, il parle bien et dynamique. Paf, c'est l'entreprise d'hier, classique, on le met dedans. Ce même cadre qui veut aller dans une entreprise un peu plus agile, moins lourde, moins multinationale, va être rapidement confronté à ce qu'on va appeler sa limite d'adaptabilité, quoi. Parce qu'il va arriver dans une entreprise qui est très souple, des circuits de décision beaucoup plus rapides, des gens qui se tutoient parfois, un truc assez centralisé avec un patron qui dit bon, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Celui qui est entrepreneur dans l'âme, donc qui était peut-être intrapreneur, mais on n'a pas découvert dans la grosse entreprise, va parfaitement se déployer dans cette organisation. Donc ça, c'est deux seniors. Maintenant, les juniors. Les juniors, aujourd'hui, globalement, ils veulent entreprendre. Ils ne veulent plus de ces grosses multinationales qui leur donnent le sentiment dans des usines comme l'époque de Charlie Chaplin. Ils se demandent même comment nous avons fait pendant autant de temps pour travailler dans ces organisations, et ils ne se posent pas la question de la fidélité à une entreprise. Donc, ils vont peut-être aller dans cette organisation parce qu'ils ont envie d'apprendre quelque chose, de découvrir quelque chose, de tester quelque chose, et puis ils vont peut-être partir au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, mais sans état d'âme. Même s'ils n'ont pas de job, ils vont partir parce qu'ils recherchent, ils construisent leur parcours différemment. Donc, ce cas de figure, grande organisation, quelques-uns, mais beaucoup veulent aller plutôt dans des petites organisations, dans des PME, dans des TPE, des entreprises agiles, des entreprises qui font l'innovation, éventuellement avec un contenu technologique, parce que pour eux, c'est ça leur monde, et ils se disent, tiens, c'est là où on va plutôt s'épanouir, et donc, ils rejettent plutôt les grands groupes, ou en tout cas, pas la forme de collaboration qui leur est proposée. Et donc, les grands groupes aujourd'hui ont beaucoup de mal. Et nous, quand on nous demande de recruter des jeunes talents pour ces grands groupes,
les jeunes, les premières questions qu'ils posent, bon, est-ce que je peux travailler à distance? Est-ce que j'ai obligé de me mettre en cravate pour venir tous les jours au bureau? Est-ce que c'est 8 heures, 19 heures tous les jours? Et ils disent, non, bof, ça m'intéresse pas trop. Et donc, ils cherchent autre chose. Ceux qui sont formés sur le continent, alors, il y en a qui sont un peu en situation de défaut, c'est-à-dire, il n'y a pas assez d'opportunités, il faut bien qu'ils aient des expériences. Bah, ils vont chercher d'abord la sécurité dans une entreprise qui offre une sécurité, qui est une marque aussi, donc de préférence une grande entreprise africaine, une multinationale, parce qu'ils vont chercher d'abord une sécurité, une marque. Et puis, au bout de quelques années, j'en croise de plus en plus qui disent, bon, vraiment, vraiment, monsieur à côté, un grand frère. Bon, tout à l'heure encore, j'en ai vu deux qui m'ont dit, ça fait 5 ans qu'on est rentré, qu'on est là, mais on aimerait bouger, changer un peu parce qu'on a besoin d'agilité. Est-ce qu'on peut se parler? Donc, nous sommes en tout cas dans des configurations différentes où l'entreprise d'hier n'attire plus forcément les talents. Parce que là, on parle vraiment des gens qui ont des compétences à offrir, quoi, qui savent qu'ils ont une valeur sur le marché. Évidemment, si vous voulez recruter n'importe qui, vous allez dans la rue, bon, vous avez tout ce que vous voulez pour faire votre entreprise, mais tout le monde recherche les talents. Et donc, quand on parle de guerre des talents, c'est qu'effectivement, nous rentrons dans cette configuration où les talents ne veulent plus d'un certain mode de collaboration, ont des exigences différentes, non plus forcément de fidélité à l'entreprise. Et donc, comment vous construisez des propositions pour ces talents dans votre organisation? Et donc, c'est pas évident. Hein. C'est pour ça que dans une conférence, je disais, le DRH en fait d'aujourd'hui et de demain, je l'appelle, c'est le DRH chat GPT, parce qu'en réalité, on va pas tellement lui demander de faire de la gestion des ressources humaines comme avant. Parce que tout le monde, le DRH a accès à l'information, la paye est automatisée, les formations sont automatisées, mais lui, en fait, c'est qu'il va croiser les données et mettre de l'intelligence, en fait, dans le processus. Ce que ChatGPT essaie de faire, mais pour l'instant, c'est la collecte de données qu'ils mettent ensemble, et puis le système raisonne et vous donne quelque chose qui est un peu fabriqué selon ce qui est disponible en termes d'information. Donc le DRH ne peut plus faire ça. Il ne peut plus collecter des informations sur son staff, sur son organisation, et puis gérer et donc produire un document qui est une compilation de données. Mais c'est comment il va mettre de l'analyse dans ce qu'on est en train d'expliquer, dans l'évolution de l'environnement, dans une crise qui va arriver dans un pays, dans une rupture technologique, et naviguer dans ses talents pour attirer certains, garder certains, sortir certains, etc. Donc, ça va être de plus en plus compliqué, et ça va demander beaucoup d'agilité, beaucoup d'intelligence pour survivre dans des nouvelles organisations, en fait. Enfin, de mon point de vue. Mais c'est vraiment un point de vue. Ouais, non, écoute, c'est extrêmement intéressant et j'aime beaucoup le lien que tu as fait, et c'est la question suivante que je voulais te poser sur justement pour absorber, comprendre et absorber toute cette nouvelle réalité, quel DRH, quel profil de DRH on devait construire d'une certaine manière et quelle fonction RH et quel leadership RH il faut aujourd'hui rechercher et évidemment contribuer à ce qu'il arrive à maturité dans les organisations. Donc, tu as donné un élément de réponse important où effectivement l'automatisation d'un certain nombre de processus qui étaient très chronophages et qui aussi était un peu le socle identitaire de la fonction RH pendant de nombreuses années, qui est la paix, par exemple, hein, que tu as mentionné. Bon, tout ça, ça y est, on a basculé. Pour autant, nous, on voit encore beaucoup de sociétés où beaucoup de ressources sont aspirées par, et notamment dans le rythme et l'organisation mensuelle, hein, très concrètement, par des processus indispensables, mais qui ne sont pas stratégiques. Et donc, ce que tu dis, c'est évidemment, c'est tout cet espace qui se libère pour que le DRH devienne un véritable élément business et stratégie de son organisation. Et ça, c'est vraiment intéressant. Tu vois, j'écoutais, je participe avec beaucoup de plaisir à une association en Côte d'Ivoire qui s'appelle l'AGRH, qui est vraiment, qui grandit bien, qui se structure et qui a cette vocation à créer de l'intelligence et à créer du contenu pour la population RH en Côte d'Ivoire. Et vraiment, je les suis avec énormément de plaisir. Et donc, ils invitent une fois par mois justement un DRH et on sent cette évolution très forte. Et j'aime bien, alors tu vois, je fais toujours le lien avec les compétences qui apparaissent dans ce fameux
rapport du World Economic Forum. Et il y a le leadership et l'influence sociale qui se positionnent aussi très fort aujourd'hui dans les compétences attendues. Après les compétences cognitives, il y a le leadership, l'influence sociale. Et le DRH, régulièrement, j'entends parler de cette capacité et ce savoir influencer. Et donc, tu vois, capter, collecter les infos, comme tu disais, analyser, prévoir, et puis évidemment être au cœur de la décision et donc savoir influencer. Et donc, le DRH influenceur, avec toutes les composantes de compétences que ça suppose, c'est quelque chose qui nous semble très important et que l'on observe. Mais alors, la question que je te pose, c'est les DRH sont-ils bien formés dans les pays que tu vois, que tu visites, justement, les associations de RH comme ça j'ai l'impression que toi, tu vois beaucoup de pays, donc est-ce qu'elles se multiplient? Est-ce que, voilà, encore une fois, quel est ton avis par rapport à la fonction RH véritablement et le dirigeant RH et son rapport aussi avec les CODIR, avec les DG? Qu'est-ce que tu peux nous en dire aujourd'hui, même si on comprend bien idéalement ce qu'on doit avoir, hein, ce qu'on recherche maintenant, mais de manière plus réelle, où est-ce qu'on en est de ton point de vue et quel message tu peux faire passer peut-être justement à nos RH qui sont avec nous pour faire le pas, passer une étape. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Alors, bon, évidemment, ça dépend une fois de plus du type d'organisation, du type d'entreprise, mais globalement, les DRH qui sont dans les fonctions RH dans beaucoup d'entreprises sont dans la fonction depuis un certain nombre d'années. Et donc, sont des DRH de type plutôt classique, parce que l'entreprise elle-même, elle est assez classique et demande voilà, la gestion administrative, la formation, un peu de mobilité. Donc, beaucoup de DRH restent encore quand même pour l'instant dans la fonction de DRH d'avant. Alors, ce n'est pas forcément leur faute, c'est parce que l'entreprise elle-même reste quand même une entreprise en guillemets d'hier. Et donc, le DRH fait par rapport à la nature de l'organisation qui est la sienne. Et dans le même temps, quand on va aller dans des startups, par exemple, dans des entreprises un peu plus tech, là, on voit tout de suite que les DRH, d'abord, sont un peu plus jeunes, sont dans la fonction un peu plus récente, et certains même n'ont pas eu de formation RH. Et en fait, c'est là où je veux en venir, c'est que aujourd'hui, pour exercer cette fonction, on n'a plus forcément besoin d'avoir fait une école où on a été formé à la gestion des ressources humaines. Parce qu'en fait, le concept même évolue tellement, beaucoup de fonctions en réalité sont externalisées. D'accord? Dans les entreprises agiles, faire des bulletins de paie, ça n'a aucune valeur ajoutée, c'est confidentiel, c'est chronophage, donc paf, on sort ça. Gestion administrative du personnel, paf, on sort ça. La partie talent, on conserve la partie intelligence que tu disais stratégique, et qui permet au DRH réellement d'anticiper les tendances, d'aller chercher, d'être un influenceur, d'être quelqu'un qui attire. Parce que les gens, le DRH, en fait, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus actif aujourd'hui, qui crée une communauté et autour de laquelle des compétences vont venir s'agréger. Et donc, on va suivre un DRH ou on va même plus l'appeler un DRH, mais c'est vraiment ce qu'on appelle le patron des talents de demain, quoi. Et en fait, lui, il va essayer d'agréger autour de lui une communauté de talents dans laquelle il peut aller puiser régulièrement et puis ils vont en sortir de son organisation, en attirer de nouveau et puis des gens qui vont le suivre, qui vont dire tiens, il fait des choses sympas, lui, ah tiens, il est moderne, on dirait que son entreprise est moderne. Donc, il devient réellement, je dirais, un agrégateur en fait de compétences, un facilitateur dans le dispositif de l'entreprise et autour de lui, on va voir graviter d'abord des hommes et des femmes, des compétences, des talents, avec surtout ce que j'appelle le flux entrant et le flux sortant. C'est-à-dire, autant jusqu'à présent, on disait au DRH, vraiment, il faut que tu t'assures qu'on garde nos talents, etc. Regardez ce qu'ils sont bien payés. Évidemment, l'histoire de la paix a ses limites parce que généralement, quand on est sur des marchés de talents, il suffit qu'on vous donne $1 000 de plus ou $2 000 et puis bon, allez, vous allez ailleurs. Parce qu'en plus, comme vous ne rêvez pas de faire carrière dans l'entreprise, eh ben,
vous ne rêvez pas d'y passer 10 ans. Mm. Et donc, quand on vous offre 1 000 $ de plus à côté, vous y allez en sachant que vous y resterez peut-être 1 ou 2 ans. Et donc, ce que je constate, en tout cas, les DRH restent quand même des DRH avec des concepts qui sont les concepts d'hier. Et comment les DRH vont pouvoir évoluer dans ces organisations qui elles-mêmes commencent simplement à appréhender ces dynamiques pour que le DRH lui-même se concentre sur de la valeur ajoutée, sur de l'intelligence, sur de la gestion de communautés autour de lui, sur de l'innovation, sur une entreprise augmentée, parce que dans toute cette configuration, et c'est ce qui est difficile pour certains DRH, qui se disent, mais moi je recrute quelqu'un, j'ai besoin d'interagir avec lui, j'ai besoin de le voir un peu au bureau, j'ai besoin de temps en temps de m'asseoir avec lui. Et on lui dit, oui, mais certes, mais en fait, tu peux t'asseoir avec lui 1 fois par mois, 1 fois tous les 2 mois. Une fois qu'il fait le job, bah, est-ce que le système de management est adapté? Et là, c'est ce qu'on appelle l'entreprise augmentée, parce que les gens vont travailler en fait en dehors de l'organisation. Et comment le DRH, lui, va coordonner en fait ce nouveau système de management avec ses directeurs, avec ses collaborateurs, dans une entreprise augmentée, mais où tout fonctionne. Et donc ça, c'est déjà 90% de son temps. Faire collaborer des compétences, des attitudes, des gens qui sont multi-talented, qui viennent, qui sortent, et ils gèrent des flux qui sont à l'extérieur, qui sont à l'intérieur. C'est extrêmement difficile et donc ça va lui demander énormément de temps parce que, in fine, c'est quand même du résultat qu'on demande. Le patron dit le PNL, est-ce qu'on gagne de l'argent avec les collaborateurs que nous avons? Donc j'ai l'impression qu'il va beaucoup plus se concentrer sur ces éléments-là, mais il faut que l'entreprise le comprenne et puis que le DRH lui-même ait cette agilité, ces aptitudes-là qu'on n'apprend pas forcément dans les filières gestion de ressources humaines aujourd'hui. Mais alors, tu en croises, Didier, des DRH, parce que là, tu nous as fait un profil de super, super DRH ou de professionnel RH. Est-ce que tu sens quelque chose qui justement, dans cette fonction, hein, au sens large, est-ce que tu sens justement, tu croises, tu vois, tu partages des moments avec voilà, des RH et des professionnels qui portent ça à Dakar, à Abidjan, à Libreville, à Nouakchott et ailleurs. Est-ce que on est dans le vrai là, on est dans quelque chose qui est en train de se passer. Est-ce que, alors attention, hein, je veux pas m'auto-flageller inutilement. Je pense qu'il faut faire le plaidoyer. Je pense qu'il faut, bien au contraire, hein, il faut absolument parler de ça. Nous, on est comme toi un acteur hein, voilà, de cette transformation. Voilà, mais tu en croises de plus en plus, chez les jeunes aussi, tu sens qu'il y a cette compréhension de cette entreprise augmentée et donc de ce DRH augmenté aussi, voilà, de manière plus prosaïque. Est-ce que comment tu vois ça? Alors, ça commence à venir parce que la crise Covid a Ouais, obligé ouais, ouais, à réinventer un certain nombre de choses. Donc, les ouais. DRH, ceux qui le voulaient peut-être avant, qui ne le voulaient pas, se sont retrouvés contraints. Et donc, les DRH, effectivement, ont appris aujourd'hui à gérer cette dynamique parce qu'on en a été tous surpris. Donc, oui, on commence à en voir. En revanche, avec toutes les différentes dimensions que j'ai énumérées tout à l'heure, pas tout à fait, parce que ce sont encore des entreprises, disons, je vais dire d'hier, donc qui évoluent aussi, qui ne peuvent pas faire ces ruptures aussi vite, c'est difficile. Et donc, même quand les DRH le veulent, c'est difficile de mettre une organisation comme celle-là en place aussi vite, mais on voit qu'il y a quand même un processus qui s'est mis en place. En revanche, dans les fintech, par exemple, dans ce qu'on appelle les néobanques, dans les entreprises qui sont dans la tech, pour eux, ça, c'est une réalité. Parce que déjà, le métier fait que les gens n'ont pas besoin d'être assis dans un bureau du jour à la nuit pour travailler. Donc, ils ont déjà cette culture. Les outils sont digitalisés, les instruments de paiement sont digitalisés. Donc, ils ont déjà même cette culture parce que c'est même le concept de l'entreprise de vendre du service à distance. Et donc, on va voir ce que j'appelle des DRH qui ne sont pas pas des DRH au sens où nous l'avons connu nous, mais qui ne sont que des facilitateurs de mobilité de compétences. Voilà, absolument. Je vais appeler ça comme ça. Donc, on en voit un peu plus dans ces domaines-là, et pas encore assez, mais quand même, les DRH, on voit bien dans les organisations habituelles, ont fait beaucoup d'efforts, se sont beaucoup ajustés, et essaient de faire transformer leur organisation sur ces nouvelles bases.
Non, c'est très intéressant que tu mettes le doigt là-dessus et sur cet exemple des fintech. En tout cas, c'est probablement un des secteurs les plus dynamiques sur la tech que l'on rencontre en Afrique de l'Ouest en ce moment. Et donc, c'est vrai que tu vois bien, et notamment sur LinkedIn, hein, parce que c'est là où il se donne une visibilité, évidemment, et tu vois bien la manière de segmenter finalement, tu vois, les missions RH, et donc tu vois des profils seniors chez les fintechs qui seront des talents développeurs ou des talents recruteurs ou et alors que dans une entreprise ce que tu disais tout à l'heure un petit peu d'un autre temps, on va trouver plutôt le DRH et puis le talent ou le recruteur, ça va être un junior. Alors que ici, dans ce domaine que tu décris, là, les fintech, finalement, on va retrouver des seniors qui sont les talents recruteurs et les talents développeurs. Donc, effectivement, on sent bien que là, il y a une fonction RH qui se remodèle en fonction ben voilà, de l'agilité nécessaire à un secteur donné, à une entreprise donnée. Ça, je pense que c'est effectivement un bon exemple et ça donne vraiment à comprendre la réalité de ce bouleversement. Absolument. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de nos amis, hein, de nos congénères d'ailleurs, des RH de 50 ans, de 55 ans, qui sont aux manettes d'une grande entreprise qui se transforme à très grande vitesse, avec des investisseurs qui viennent mettre la pression, avec des marchés qui s'ouvrent, avec des innovations extraordinaires. Qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qui devient ce DRH de 55 ans? Bon, il va innover de plus en plus et puis attirer des jeunes qui vont prendre la relève. C'est pour ça que lui, c'est un facilitateur de mobilité des talents. Mais encore ferait-il que le CEO, que l'actionnaire, que les investisseurs comprennent ces dynamiques. Parce que je pense que les DRH ont envie aussi d'aller sur de la valeur ajoutée. Et je connais peu de DRH, la cinquantaine, qui dit, moi, je veux faire des fiches de paye toute l'année, moi, je veux faire des plans de formation. Bref, c'est une discipline qui est tellement barbante de temps à autre que je crois qu'ils veulent aller aussi sur ces services à valeur ajoutée. Mais comment construisent-ils ces services à valeur ajoutée pour l'entreprise? Et c'est peut-être là qu'aujourd'hui est un peu le challenge des DRH de la cinquantaine. Comment on construit un nouveau modèle de gestion des ressources humaines dans les entreprises et convaincre la direction générale et l'actionnaire d'accepter de se débarrasser d'un certain nombre de fonctions qui n'ont qu'une valeur ajoutée sur le business et qu'on lui donne 80% de son temps pour aller sur tout ce qu'on vient de décrire avec des jeunes talents qui viennent compléter ce dispositif pour l'aider à aller plus vite. Parce que, alors, on a beau dire hein, que quand même, nous sommes une génération quand même en décalage avec les technologies. Je ne veux pas dire qu'on absorbe les technologies, mais pas avec la même facilité que nos enfants qui ont 18, 20 ans, 22, 25 ans. Et c'est normal. C'est aussi parce que la structure du cerveau a beaucoup évolué aussi depuis lors. Quand vous parlez du cerveau de l'homme de Néandertal au Cro-Magnon ou à ce que nous sommes aujourd'hui, et aux jeunes qui ont 20 ans, le cerveau lui-même a évolué. Et donc, l'agilité qui leur est donnée, la facilité à intégrer des technologies, etc., c'est aussi une réalité qui est la leur parce que le cerveau a évolué. Il faut aussi l'admettre et il continue d'évoluer tous les jours. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut que nous ayons la modestie, les quinquas, de se dire, bon, sachons nous entourer de ces jeunes talents qui sont plus agiles avec les réseaux sociaux, qui savent passer les bons messages. Et je sais, mes enfants, de temps à autre, se moquent de moi parce que j'ai une page Instagram et disent, mais papa, mais tu peux pas poster un truc comme ça, c'est pas possible. Poste plutôt quelque chose que je dis, oui, mais moi, c'est ça. Il me dit, oui, mais non, ça marche pas. Et il me dit, t'es encore sur Facebook, c'est pas possible, mais c'est ringard. Et je dis, bah oui, et ben c'est parce que je suis un quinquas et que moi, ce sont mes outils et j'ai pas encore tous les codes. On les apprend évidemment, hein, mais c'est simplement pour dire que ils vont beaucoup plus vite que nous parce qu'ils ont l'articulation nécessaire pour le faire. Et que vous voyez d'ailleurs nos enfants, vous leur donnez une tablette, il n'a pas besoin de leur une notice et intuitivement, il se promène, il fait des choses et nous-mêmes, nous découvrons ce que les enfants sont en train de faire alors qu'ils n'ont que 3, 4, 5 ans. Donc, il faut aussi que nous ayons la modestie de dire nous avons nos limites
Et que si on arrive à sortir certaines fonctions chronophages et sans valeur ajoutée RH des activités RH, il faut qu'on sache aller chercher des jeunes qui nous apporteront cette agilité, cet accès au monde nouveau qui est le leur et qui n'est pas le nôtre finalement, mais bien sûr auquel on s'adapte et on apprend aussi tous les jours. Hein. Écoute, on a plusieurs commentaires. Hein. Nos participants te remercient hein, sur tous ces inputs et insights que tu nous donnes, avec à la fois le sentiment que oui, hein, on est tous embarqués dans cette dynamique-là. Et puis, il y a quand même des petits sujets à chaque fois. Tu vois, on sent c'est pas des résistances, mais c'est peut-être la peur que ça bouge pas suffisamment vite. Tu vois, qu'il y ait ces contraintes comme que tu as mentionné hein, à la fois sur des DRH qui doivent évoluer plus vite, plus rapidement, des organisations qui sont un peu ancrées dans une réalité et qui ont du mal aussi à intégrer ces nouveaux besoins. Mais de manière générale, c'est évidemment, voilà, on aspire tous à cela. Les dirigeants que tu côtoies, justement, donc les personnes qui vraiment sont les preneurs de décision in fine, même si derrière il y a toujours un actionnariat, c'est des structures complexes, mais celui en tout cas qui va dire il faut par exemple décider d'avoir des temps d'écoute différents pour les plus jeunes, pour nos talents, qui va créer les conditions de cette écoute en termes peut-être de locaux, peut-être en termes de rythme de travail, qui va mettre en avant ce qu'on disait tout à l'heure. On parle beaucoup de soft skills finalement, tu vois, sur l'influence, sur l'agilité, sur la curiosité et l'apprentissage. Tout ça, c'est des soft skills qui se mesurent. On le sait bien quand on accompagne au recrutement, etc. Donc, le dirigeant, celui qui décide dans l'organisation, il va comprendre tout ce que tu dis, évidemment. Hein, il va être d'accord a priori, je pense. Qu'est-ce qu'il met en place aujourd'hui véritablement? Est-ce que lui-même prend son bâton de pèlerin? Est-ce qu'il va parler à ses actionnaires? Est-ce qu'il va relayer le plaidoyer des acteurs comme nous? Est-ce qu'il le fait vraiment? Comment tu vois ça et comment tu perçois cette chose-là? Alors certains essaient de le faire, mais pour travailler à un certain nombre d'entreprises confrontées à ça, bah, ils sont obligés de virer du monde en fait. Et ça, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire tu dois virer le DRH, tu dois virer le directeur commercial, le directeur marketing, ou alors leur trouver d'autres fonctions dans l'entreprise. Et c'est un peu plus compliqué. Certains sont capables d'évoluer, évoluent lentement. De beaucoup d'entreprises que j'observe ces derniers temps, et le dirigeant me dit, je suis un peu coincé parce que je ne peux pas virer tous mes directeurs, sinon bah, je plante un peu mon business. Aujourd'hui, j'ai une sécurité, mon business tourne, je sais que je dois changer, mais il me faut plus de temps. Et donc, donc, il se donne un peu plus de temps pour arriver vers ces organisations un peu plus agiles, pour ne pas déstabiliser non plus l'organisation. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'ils disent que tous les managers ne sont pas bons, hein, mais c'est qu'il y a quand même beaucoup de goulots d'étranglement dans l'organisation qui sont le fait de certains managers, de certains directeurs. Et quand on cartographie, eh ben, on va peut-être avoir 10-20% de gens qui constituent des goulots d'étranglement. Dans certaines organisations, ça va jusqu'à 40-50%. Et donc, comment vous vous débarrassez, entre guillemets, de 10, 20, 30, 40% en espérant une organisation qui survive, qui fasse son business? C'est un peu compliqué. Donc, les dirigeants comprennent ces enjeux, ils sont sensibles, mais essaient plutôt de faire une évolution progressive. Ça prend un peu de temps. C'est d'ailleurs pour ça que on n'a pas des bouleversements radicaux dans beaucoup d'organisations, mais c'est pas qu'en Afrique, hein, c'est dans quand même beaucoup de pays du monde. C'est dur de faire tabras sur des organisations existantes, sauf certaines multinationales qui ont cette culture depuis longtemps. Et j'étais toujours surpris, il y a 25 ans, de voir certaines grosses firmes américaines qui faisaient le chauffeur de l'organisation tous les 5 ans. C'est pas possible. Mais comment ils remettent à plat l'organisation comme ça tous les 5 ans? On change de fonction, le DRH devient un directeur financier parce qu'il a des habitudes financières, l'autre va au marketing alors qu'il était aux finances, on en sort d'autres, on rentre des nouveaux, l'organisation matricielle change. Bref, il revend en permanence l'organisation parce qu'il veut se donner cette agilité pour s'adapter aux changements qui arrivent.
mais ce n'est pas le cas de beaucoup d'entreprises. Et donc, l'entreprise traditionnelle a un petit peu plus de mal parce qu'il faudrait quand même renouveler beaucoup les compétences en interne. Et c'est pas simple de faire comme ça des plans sociaux, bon, de séparer des gens qui connaissent l'organisation, qui font l'organisation sans trop déstabiliser l'entreprise. Donc, c'est un peu compliqué pour beaucoup de dirigeants. Le reshuffle, c'est extrêmement intéressant parce que ça répond à beaucoup d'éléments qu'on a partagés là pendant ces trois quarts d'heure. Tu as une entreprise vraiment en Afrique, une entreprise africaine plutôt, qui adopte un peu cette culture du reshuffle, que toi tu as côtoyé ou que tu côtoies. Est-ce que tu as des exemples à donner? Il y a une institution financière régionale qu'on accompagne depuis 1 an et demi, 2 ans, qui est dans ce processus pour gagner en agilité, donc qui est en train de faire un reshuffle, qui attire beaucoup de jeunes dans des fonctions nouvelles et puis déplace certains anciens qui ne s'adaptent plus à tout ce dont nous parlons, les déplace sur d'autres fonctions, injecte du sang neuf, reventile l'organisation, a supprimé beaucoup de lignes de hiérarchie de décision pour aller beaucoup plus vite. Et donc, ils sont en plein dedans et ça semble en tout cas produire des résultats. Et c'est une organisation, une institution régionale, donc qui par essence est plutôt plus lourde, est plutôt plus bureaucratique, mais qui est en train de le faire. Je connais aussi une banque que nous avons accompagnée en Afrique de l'Ouest, et c'est nous qui avons fait la revue organisationnelle, qui est en train de refaire ce reshuffle et qui injecte du sang neuf et déplace des collaborateurs sur d'autres fonctions qui sont des fonctions moins stratégiques, disons moins clés dans le fonctionnement de l'organisation pour que ça aille plus vite. Donc certains ont compris et sont en train de le mettre en œuvre. Si on continue à lire les rapports autour justement de l'emploi et de l'IA et de l'automatisation, ce qui est sûr, c'est que tu parlais de banque tout à l'heure, mais tous ces métiers en anglais clerks, tous ces métiers de comptoir, tous ces métiers de saisie, tous ces métiers de classement, sont véritablement, on le disait il y a 15 ans, bon ça y est, on y est. Si on les garde, c'est entre guillemets, c'est parce qu'on est dans un processus qui est à peine en démarrage, mais c'est inéluctable. Et donc, ça veut dire que de toute façon, ça demande, comme tu dis, d'avoir des matrices organisationnelles qui ne ressemblent plus du tout à celles qu'elles étaient il y a 10 ans. Ça, c'est sûr. Alors, ce qui est étonnant quand même, c'est que, tu vois, on a effectivement ces prospectives ou ces projections de diminution des emplois ou de disparition des emplois très forts dans l'administration. Évidemment, tu vois. Et puis, on peut se demander, du coup, là, sur notre contexte où tu as. Alors, ça, peut-être que c'est moi qui ai des a priori, mais tu vas m'éclairer dessus. Mais on a l'impression encore que, tu vois, beaucoup de jeunes tendent à aller vers justement des métiers dits un peu administratifs. Alors, c'est peut-être la catégorie que tu décrivais tout à l'heure qui n'ont pas trop le choix, mais ils ont plutôt intérêt aussi à intégrer ces soft skills qui vont leur permettre de se réinventer rapidement parce que et on voit bien pour le coup la transformation digitale même des services de l'État, des États d'Afrique de l'Ouest. Moi, je suis assez admiratif. Les choses se font plutôt bien et assez vite et ça va aller en s'accélérant. Donc là, il y a quand même un enjeu, une contradiction parfois où l'on voit ces grands rapports sur les métiers qui vont disparaître et encore une intention, en tout cas, une expression, tu vois, de la masse, tu vois, des jeunes qui disent on va vers des métiers en fait qui sont prêts à disparaître. Ça, c'est assez étonnant quand même. Alors, je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais je ne sais pas ce que tu en penses. Je trouve ça assez étonnant. Oui, en fait, il y a deux éléments, Emmanuel. C'est que, il y a une méconnaissance des métiers qui vont disparaître et des métiers qui vont se transformer et des métiers qui vont arriver. Deuxièmement, c'est que les systèmes éducatifs n'offrent pas des nouvelles filières et même dans les contenus, ces éléments qui permettraient à ces jeunes de s'ajuster à cette réalité du marché. Quand vous regardez la plupart de nos systèmes éducatifs que l'on scrute nous aussi depuis des années, en tout cas plus de 20 ans, vous en avez très peu qui ont évolué. C'est pour ça que je disais au début qu'on voit même des livres d'il y a 15 ans qui n'intègrent pas les concepts nouveaux de l'économie contemporaine.
Et donc, quand vous êtes confronté à ça dans le système éducatif qui a du mal à se réformer, à vous donner ces clés de lecture, ces formations qui vous ouvrent les portes du monde nouveau, vous êtes un peu coincé de facto. Donc, vous avez une lecture du marché du travail qui est une lecture du monde d'hier. Donc, ce n'est pas forcément la faute des jeunes. Mais dans le même temps, ils sont un peu restés. Parce qu'aujourd'hui, quand on va sur les réseaux sociaux, on va sur Internet, il y a une panoplie d'informations disponibles, mais ils ne savent pas forcément analyser l'information, se dire, tiens, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Ils ont encore du mal à connect the dots, vous voyez, à faire la relation entre ce qu'ils lisent, ce qui est disponible comme information. Vous voyez, je dis par exemple, aujourd'hui, aller à Harvard, c'est très facile. Vous allez en ligne, les cours sont disponibles en ligne. MIT, beaucoup de cours sont disponibles en ligne, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas parce que vous avez lu les cours du MIT que vous allez interagir avec le professeur qui va vous dire « Moi, je travaille dans la Silicon Valley, voici les tendances que j'observe. Moi, je travaille dans le monde de la finance à Wall Street ou à Singapour ou à Hong Kong. Voici ce que j'observe. » Vous voyez, ça, c'est différent. Donc, c'est pour ça que tant qu'on ne révise pas tous les curricula, les filières scolaires, les enseignants qui viennent apprendre à ces jeunes les réalités du monde moderne, ça va être un peu compliqué pour ces jeunes de faire le braquage à 360 et d'aller vers ces nouvelles filières, ces nouveaux métiers qui vont dominer l'économie. Et tu l'as si bien dit, c'est que tout ce qui est réplicable facilement, automatisable, est amené à disparaître. C'est normal, c'est dans le cours des choses. De toute façon, pour optimiser en termes de coûts, il faut le faire, les entreprises vont toutes le faire. Et donc, les jeunes doivent savoir lire justement l'évolution du monde moderne parce qu'ils le vivent quand même pour pouvoir s'orienter un peu mieux. Alors, ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que l'éducation, l'industrie de l'éducation et de l'apprentissage fait partie dans le top 3 avec l'agriculture et avec évidemment les métiers 100% digitaux, fait partie des secteurs qui vont créer le plus de nouveaux emplois. Et donc, tu vois, alors à la fois, on doit transformer, et donc ça veut dire, ce que tu dis, c'est que le besoin est effectivement là, pas au même niveau et pas pour les mêmes raisons que peut-être dans d'autres zones du monde, mais il y a un secteur extraordinaire à effectivement embrasser autour de la construction d'un nouveau cadre autour de l'éducation au sens large, formel, informel, le premier niveau de formation, niveau professionnel, etc. Et donc ça, l'industrie de l'éducation fait partie du top 3 de pourvoyeurs de nouveaux métiers dans les 5 années à venir. Je pense que tu en es témoin, je pense que toi-même, tu es un consommateur. Nous sommes aussi acteurs. Avec Smart Metrics, on a lancé la Smart Academy il y a quelques temps, qu'on continue à construire. Voilà, à partir du moment où on a de l'intelligence, du contenu, une perspective, une vision, quelque chose à transmettre, les canaux et les médias pour le faire, évidemment, se sont ouverts et multipliés et ça crée des opportunités pour toucher des cibles et notamment nos jeunes employables, les jeunes employables des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou en Afrique de l'Ouest plus globalement. Et c'est un vrai sujet, un vrai enjeu. Je sais que tu regardes aussi de près. Didier, on arrive à la fin de notre échange. Ça va toujours très vite. Tu as été extrêmement généreux et tu as partagé à la fois des convictions, des observations que tu as depuis maintenant de nombreuses années et puis des exemples assez pratiques et je t'en remercie beaucoup. On te remercie déjà sur le chat. On va regarder ça. Alors, on va regarder plus précisément s'il y avait des questions, mais qu'elles ne sont pas ressorties. Donc, je ne sais pas si Emma, tu veux faire ressortir une ou deux questions juste pour terminer qui ont été posées dans le chat. Mais en attendant, peut-être, Didier, je vais te laisser donner ton mot autour de ce sujet que l'on a exploré. Alors, c'est extrêmement large, extrêmement riche, extrêmement intéressant. On l'a abordé à travers la dimension du Future of Work et Future of Jobs, de l'organisation et de sa capacité justement à absorber ces nouveaux paradigmes avec les talents d'un côté et les DRH de l'autre. Je pense que c'était vraiment intéressant.
c'est en évolution, c'est en progression, il y a du job. Donc, il y a peut-être aussi des opportunités pour des entreprises comme les nôtres, évidemment, et pour tous les acteurs qui veulent accompagner cette fonction RH. Et puis, on voit bien aussi qu'à la fin, il y a un grand bloc sur l'éducation, un grand bloc sur les skills à l'employabilité. Et donc, là aussi, on ne va pas relancer le sujet sur les structures, les académies, ce qui existe, ce qui n'existe pas. Mais ça aussi, c'est un enjeu ultra fort. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Didier, à notre communauté? Il y aura un replay, on va repartager nos contenus. Donc, je t'écoute. Écoute, je tiens déjà à te remercier et toute la communauté de m'avoir convié pour partager ma petite expérience qui est peut-être pas partagée par tout le monde, mais c'est aussi ça le principe, j'imagine, de ces plateformes d'échange, c'est de créer de temps à autre un peu de contradiction, un peu de débat. Mais clairement, ce que je constate, c'est que nous sommes dans un processus de transformation du continent qui va s'accélérer avec une industrialisation qu'on va observer dans beaucoup de secteurs. Et on commence à le voir. Quand vous allez dans l'agroalimentaire, on voit bien que l'agro-industrie, c'est quelque chose qui est en train de s'accélérer. Peut-être pas à l'échelle où on le souhaiterait, mais il y a une panoplie aujourd'hui de petites PME qui font de la transformation agricole. Et quand on voyage, on va dans les supermarchés, dans les aéroports, on voit des produits made in Africa, comme on n'en a jamais vu dans le passé. Donc, il y a une industrialisation qui se fait dans ce secteur qui est l'agroalimentaire. Un. Deuxièmement, quand on voit le secteur des technologies, ces startups, ces fintechs qui apparaissent sur le continent, que ce soit en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe, en Afrique du Nord, il n'y a jamais eu autant de startups dans les technologies, donc qui sont en train de créer des ruptures dans beaucoup de secteurs. Vous prenez l'industrie automobile, par exemple, vous voyez que, ou des smartphones, ou des ordinateurs. Vous voyez, on voit dans tous les pays des chaînes de valeur qui sont en train de se créer autour de plusieurs filières industrielles qu'on ne voyait pas avant. Donc, ça veut dire qu'il y a un processus d'industrialisation et de mise en place d'industries manufacturières. Mais en contrepartie, qu'est-ce que ça va créer en fait comme appel? En fait, ça va créer, nécessiter des compétences différentes, techniques, que le marché n'offre pas aujourd'hui. Vous avez entre 1 et 3% d'Africains, de manière générale, qui vont vers les filières scientifiques et techniques. Et vous avez, dans ceux qui rentrent dans les filières générales, un taux de déperdition assez élevé. C'est-à-dire que quand vous avez une centaine d'enfants qui rentrent à l'école primaire, vous en retrouvez une cinquantaine en sixième, une trentaine en troisième, une dizaine en terminale, dans les études. Donc, vous avez un taux de déperdition qui est assez élevé. Et donc, comment vous recyclez, vous donnez des compétences techniques à tous ceux qui sont sortis pour qu'ils rentrent dans les industries manufacturières, dans les industries de transformation. Et donc, parfois, c'est des formations professionnelles courtes de 2-3 ans pour leur donner des outils, des compétences pour aller dans ces filières métiers. Et donc, il faut plus de filières professionnelles, pas forcément que des ingénieurs, mais des filières courtes pour absorber tous ces jeunes qui arrivent sur le marché et qui vont accompagner cette transformation industrielle de l'Afrique qui va s'accélérer. Donc, c'est peut-être là où on va devoir se concentrer davantage, ces filières professionnelles techniques. Et justement, qui est-ce qui va identifier ces gens? C'est nos fameux RH, c'est nos fameux managers dans les organisations qui vont devoir faire cet exercice, donc qui vont devoir encourager la création de ces filières, qui vont devoir faire évoluer ces compétences, créer la mobilité, regarder les attitudes dont ils ont besoin, ces jeunes, tous les ans, tous les 2 ans, pour leur donner cela. Et on va peut-être arriver à s'ajuster plus facilement à cette nouvelle ère que l'Afrique est en train d'aborder. Capital humain, premier asset de l'organisation, Didier, oui ou non? Ah, clairement oui. Et on le voit, vous voyez les startups à qui on confie parfois des millions de dollars, et vous revenez, vous voyez qu'en fait l'organisation en interne a péché parce qu'ils n'avaient pas les bonnes personnes pour appréhender les bons marchés, le bon niveau de management qu'il fallait. Et finalement, parfois, on se retrouve à leur envoyer un manager plus expérimenté qui redresse la boîte. Donc, capital humain, c'est la clé.
Et nous, on l'a vu. Par exemple, on a fait des programmes d'accompagnement de PME très rapidement, des PME qui avaient beaucoup de mal à lever des fonds. Et le fait d'avoir injecté des compétences nouvelles qui ont changé le business model, qui ont revu le management, etc., elles ont tout eu leur financement. Et je parle de plus d'une centaine de PME qui étaient dans ce cas de figure. Un échantillon qu'on a fait. Donc, moi, je suis convaincu que le capital humain, qui réinvente l'organisation au quotidien, c'est la clé. Sinon, le reste ne suit pas. Donc, un plaidoyer relativement simple, un argumentaire un peu complexe, mais sinon, ça ne serait pas drôle. On s'amuserait pas. En tout cas, tu as une force de plaidoyer qui est toujours extrêmement inspirante, Didier. Donc, je te remercie pour ça. Tu as pris du temps sur ton temps au sommet Invest in Sénégal, mais je sens que tu vas retourner dans tes réunions avec ce même plaidoyer. Et j'aime bien quand il y a de la synergie, quand les choses voilà, quand on est sur une même dynamique. Et je te remercie de l'avoir partagé avec nous cet après-midi. Merci à tous, vraiment d'avoir pris ce temps. Le temps est précieux pour tous. C'est pour ça qu'on essaie de respecter ces 60 minutes. Le talk by Perfengo, c'était celui de Didier Akoueté, ce 6 juillet 2023. Et nous allons faire un petit break au mois d'août probablement et nous retrouver au mois de septembre. Didier, je te remercie infiniment et on partagera les contenus avec toute notre communauté. Merci beaucoup, merci à tous. Marche. Et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir Didier, merci. Allez, merci à vous, à bientôt. À bientôt. Merci. Voilà, Didier nous a quitté, il est reparti. Merci à tous ceux qui ont suivi ce talk. Je vois Aurélia qui a bien interagi. Je vois Oku Brice aussi. Merci à vous. Eric aussi, merci de ta présence. Et Emma, bien sûr, merci de la modération. Joël-Éric, tu étais là, c'est top. Merci à toi. Toi aussi, hein, qui porte ce plaidoyer très fort avec Didier, bien entendu. Voilà, on va reprendre ce contenu, on va vous le partager, on va le diffuser. Et on vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Et surtout de rester connecté au réseau Perfengo, à nos contenus et à venir vers nous, évidemment, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur ce que l'on fait. Je vous dis merci à nouveau et une très belle fin de semaine et pour le prochain talk, probablement au mois de septembre. À bientôt. Au revoir.